Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast qui raconte le sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. J'échange aussi avec d'autres professionnels sur tout ce qui peut impacter le dodo. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu. Je suis accompagnante postnatale spécialisée en sommeil des tout-petits. Et comme je suis aussi esthéticienne au naturel, j'ai créé un institut spécialement dédié aux mamans. Mon objectif, faire du bien aux mamans et donner confiance aux jeunes parents. J'espère que ces témoignages vous feront réaliser que vous n'êtes pas seul à vous inquiéter du dodo de votre enfant. Faites avant tout confiance à votre instinct, soyez libre d'adhérer ou non à la vision des parents que vous écouterez. Bonne écoute. Cette semaine, j'accueille Alizée. Bonjour Alizée. Bonjour Mégane. Vous êtes directrice de microcrèche. Vous avez 3 microcrèches, donc Les Petits Bonheurs à Montauroux et Kidtopia, donc avec 2 structures, une à Fréjus et une à Saint-Raphaël. D'où vous est venue l'envie d'ouvrir des structures d'accueil pour les tout-petits ? Alors, moi, de formation, je suis infirmière puéricultrice. J'ai travaillé 6 ans en réanimation pédiatrique. Et en parallèle, j'ai fait mes 3 enfants. Et donc, quand est arrivée la grossesse de la 3e, là, déjà, je savais qu'il fallait plus que je travaille de nuit à l'hôpital. Ce serait compliqué à gérer, parce que c'est mon super mari qui gérait les nuits. Et moi, j'avais envie quand même de retrouver un quotidien un peu plus en accord avec ma vie de famille. Ok. Donc, dans un premier temps, je voulais changer. Et on avait le projet d'emménager à Montauroux. Et Montauroux, je me suis mise à chercher des modes de garde pour mon bébé qui allait arriver. Et je n'ai pas trouvé. Tout était complet. D'accord. Donc, ça, c'était en quelle année ? C'était en 2021. D'accord. Et vous veniez d'où ? Nice. De Nice. Oui, donc là où il y a beaucoup de... Voilà. Alors, il y en a beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de demandes. Compliqué donc, en fait, aussi c'est saturé à Nice. aussi. Après, pour mes 2 premiers, j'ai pas non plus beaucoup de soucis, quoi. Mais là, Montauroux, partout où j'appelais, c'était complet. Je voulais trouver une micro-crèche ou une crèche. Ok. Asthmate, j'avais tenté pour mes 2 premiers. Ça s'est très bien passé. Mais j'avais envie d'un mode de garde où il y avait un peu plus de personnel autour de ma fille. Et c'était surtout le côté où je me disais, si jamais l'asthmate est malade, il me faut quand même que le mode de garde reste... sur le coup. Ouais. Et puis le côté micro, j'avais connu avec mon 2e, quand l'asthmate, en fait, elle est tombée malade. Okay. Du coup, j'ai eu la chance de trouver une micro qui a pris le relais et j'ai trouvé ça génial comme concept parce que c'était vraiment à mi-chemin entre l'asthmate et puis la grosse crèche. On retrouve le côté cocooning de la nounou, mais en même temps, il y a quand même cette institution qui veille à ce que les choses soient cadrées. Les filles sont formées régulièrement. Enfin, moi, en tout cas, c'était le cas de la micro de mon milieu. Donc, je voulais recréer ça sur le canton. Et donc, comme je trouvais pas, j'ai dit je vais le créer, le mode de garde. Pour mon bébé. Solution. Et sachant que j'avais eu toujours dans un coin de la tête l'envie d'être directrice de crèche. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça sortait pas de nulle part non plus. Non, mais c'était vraiment le bon timing. Super. Ouais. Avec le même concept pour les 3, du coup, vous allez nous le dire un petit peu. Donc, c'est une micro-crèche bienveillante. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement, pour la vie des petits ? Alors, pour moi, bienveillance, c'est ce qui me vient en tête directement, c'est venez comme vous êtes. Alors, je reprends le slogan d'un truc connu qui n'a rien à voir avec les crèches, mais en vrai, c'est ça, c'est que moi, je me suis sentie beaucoup jugée quand, pour mes 2 premiers, quand je déposais mes enfants, sans méchanceté, mais quand même jugée dans ma parentalité. Au début, j'y connaissais rien et on me reprochait de pas connaître grand-chose. On m'a fait culpabiliser sur beaucoup de choses. Donc, moi, mon bienveillant, c'était venez, on va vous aider, on va vous épauler, on va vous accompagner. Et c'était là-dedans que j'avais envie qu'on s'inscrive. Et donc au final, moi j'ai pensé bienveillant pour les petits, et bien sûr que ça l'est, et vous allez nous en dire un peu plus, notamment sur le sommeil. Mais il y avait aussi cette dimension d'être bienveillant vers les parents. Ouais. Ah vraiment, c'était un accueil de l'enfant et de sa famille. Pour moi, c'était indissociable. C'est indissociable dans tous les cas. De toute façon, pour moi, le parent, il faut qu'il soit en toute confiance et accompagné pour que l'enfant soit bien chez nous. Bien sûr.
pour moi, c'est indispensable. Et du coup, pour les petits, ça implique quoi de différent par rapport à... Alors, nous, vraiment, c'est quelque chose qu'on prône et qu'on arrive à appliquer parce qu'on est en nombre. Déjà, ça, c'est indispensable pour moi, un mode de garde où il faut que les filles soient en nombre, pas juste légal, mais dans un confort de garde optimal pour s'occuper des petits au mieux. C'est-à-dire ça veut dire combien? Moi, elles sont 1 pour 4. 1 pour 4. Là où normalement, c'est 1 pour 6. 1 pour 6, ok. Ouais. 1 pour 4 et ça je compte pas l'apprenti, on a une apprentie en plus. D'accord. Qui en fait est comme une pro une fois qu'on l'a formée correctement. Mais et du coup ça implique qu'on peut individualiser notre approche. Alors autant que faire se peut parce qu'on a 14 enfants par jour, mais quand même on y arrive sur certains points. Et après je pense que bienveillant pour les enfants, c'est individualiser notre approche, c'est vraiment les connaître par cœur. Savoir que tel enfant va réagir d'une certaine manière par rapport à telle situation, lui apporter un peu plus de calme quand il en a besoin, parce qu'on est en nombre pour le faire, ou au contraire, répondre à ses besoins de stimulation s'il est dans une phase où il a besoin de grimper partout. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment adapter notre accueil, mais tous les jours. Ok, super. Et vous avez beaucoup d'interventions aussi extérieures de la part d'autres professionnels qui viennent apporter soit une aide complémentaire, parce que vous avez une psychologue, et puis d'autres intervenantes, intervenantes, qui viennent apporter d'autres choses, d'autres stimulations, d'autres expériences aux enfants. Ça, c'est hyper important pour moi qu'on s'enferme pas dans notre bulle à nous. On est une bulle pour les enfants, pour les familles, mais j'ai besoin qu'on ait des intervenants extérieurs pour nous apporter d'autres choses, des choses que nous on peut pas forcément apporter aux enfants. On sait pas faire de la musique, on sait pas le baby yoga, on en fait un peu mais pas autant que notre kiné ostéopathe qui intervient à la crèche. Les bols tibétains, pareil. J'ai besoin qu'on soit ouvert quand même à ce qui se fait à l'extérieur. Alors par contre, les intervenants sont triés vraiment de manière très stricte pour que vraiment ils correspondent à l'état d'esprit qu'on a envie d'insuffler à la crèche. Mais c'est important d'avoir d'un souffle nouveau. Et donc c'est la psychologue là dont vous parlez, c'est quelqu'un de primordial pour nous, sur qui on s'appuie beaucoup. Parce qu'en fait, elle a 2 casquettes. Elle est psychologue de la crèche et en plus, elle est art-thérapeute. Donc, elle fait des ateliers auprès des enfants de Snozelen, sur les émotions, sur plein de petites choses. Quand on rencontre des problématiques, elle vient vraiment accompagner les enfants à travers ces ateliers. Mais en plus de ça, dès qu'un parent est en questionnement sur quelque chose auquel on ne peut pas forcément nous apporter des réponses, et tout de suite on la fait entrer en jeu. Soit on met les parents en relation directement avec elle, soit ils viennent à la crèche pour profiter de ce qu'elle pourra leur donner comme conseil. C'est vraiment quelqu'un sur qui on s'appuie beaucoup et qui est génial. Et en plus, elle connaît les enfants du coup très bien. Et oui, et les enfants sont en confiance avec elle, et puisque double casquette, c'est ça. D'être présente dans la crèche pour les activités avec les enfants, et du coup d'avoir ce regard de psy pour après aller détecter certaines choses et puis faire le retour aux parents ou à vous du coup pour adapter peut-être certaines choses. Et super. Donc ça, c'est pour l'environnement global. Maintenant, on va parler sommeil. Oui. Puisque c'est un petit peu le sujet du podcast. C'est quoi, du coup, la réalité du sommeil à la crèche? Première question, est-ce qu'ils dorment mieux ou est-ce qu'ils dorment moins bien à la crèche? Ça dépend. Et ça dépend. Il n'y a pas de réponse fixe. Ça dépend de l'environnement dans lequel l'enfant se trouve à l'instant T, de son environnement de vie. Parce que souvent, le sommeil, c'est le lâcher-prise. Pour moi, il n'y a pas de secret. Un enfant qui arrive à bien dormir à la crèche, c'est du lâcher-prise. C'est je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens OK, donc je lâche prise. Il y a aussi un type de sommeil qui est je me cache, donc je dors. Mais ça, c'est autre chose. D'accord. On va parler du coup du premier cas. Mais pour nous, du coup, notre travail en tant que pro, c'est de faire en sorte que l'enfant trouve le sommeil. Alors, nous, quand on dit crèche bienveillante, je pensais aussi à ça en créant la crèche, c'est qu'évidemment, on n'est pas avare de bras. Évidemment que les enfants, on les câline, on les rassure, on pratique le portage. Et donc,
pour accompagner au sommeil, c'est des choses qu'on utilise beaucoup chez les enfants qui en ont l'habitude à la maison, en tout cas. Voilà. Oui, pour reproduire ce qui se fait à la maison. Nous, notre mot d'ordre, c'est d'abord nous calquer sur ce qui se fait à la maison, faire pareil à la crèche, et puis ensuite adapter évidemment aux journées qui sont différentes à la crèche qu'à la maison. Donc les problématiques qu'on va avoir sur certains enfants, mais tout se règle toujours, hein. Ça, c'est génial par contre, c'est que à la crèche, on arrive toujours à trouver des solutions, voilà. Mais des problématiques qu'on peut avoir, ça va être par exemple un enfant qui a une habitude particulière de sommeil à la maison, typiquement de dormir le matin et l'après-midi. Il y a certains enfants, les parents nous font ces demandes-là, donc très bien, on essaye de faire pareil. Et en fait, la crèche, c'est quand même différent de la maison parce que l'environnement, il est stimulant, il est pas silencieux, puis il est nouveau, hein, pour les enfants qui viennent de commencer la crèche. Donc, du coup, c'est vrai que c'est là-dessus où on va parfois rencontrer des petites problématiques où il faut accompagner ces enfants au sommeil dans un environnement qui n'est pas celui qu'ils connaissent. Et donc, quand il y a un peu de bruit, quand il y a d'autres enfants qui jouent, quand il n'y a pas la même luminosité qu'à la maison, pas la même berceuse, bien que nous, on demande tout ça, hein. On demande des berceuses, on demande des doudous avec l'odeur des parents, voilà. Mais forcément, c'est pas le même environnement. Donc, du coup, le temps que l'enfant met à s'endormir, ça va décaler un peu son rythme. Donc, ça va décaler aussi la sieste de l'après-midi. Donc, c'est là-dessus que les enjeux se font et qu'on doit vraiment parler avec les parents pour leur faire comprendre que du coup, nous, à la crèche, on fait ce qu'on peut, mais que c'est pas pareil qu'à la maison. Et que, voilà, ça nécessite un petit ajustement. Ça nécessite un ajustement, mais rien de... Enfin, tout se règle rapidement. Les enfants, au bout d'un mois de crèche, le sommeil, il est maximum, il est souvent calé. Oui, c'était une de mes questions, du coup, à partir de quand j'imagine qu'en plus, ça se fait pas du jour au lendemain. On voit un petit peu les améliorations au fil des jours, des semaines. On a des enfants qui lâchent prise très vite. Enfin, vraiment hyper sécure dès le début, et du coup, le rythme du sommeil est inchangé entre la maison et la crèche, ça nous arrive. Là, typiquement, sur cette rentrée, on a des enfants qui trouvent le sommeil assez rapidement et c'est top. Et pour ceux pour qui c'est un peu plus compliqué, on sait très bien que ça va arriver, mais qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps et c'est OK. Après, c'est à nous d'user d'astuces, et surtout de se concerter avec les parents. Alors aussi, on invite, chez nous, les parents à endormir leur enfant à la crèche. Parfois, ça peut aussi débloquer certaines situations. De venir sur place à la crèche pour les endormissements, pour faire un petit peu lors des transitions, alors soit lors des adaptations, soit même si vraiment là il y a un enfant qui bloque sur le sommeil, et ben il y a pas de souci pour que ça soit la maman ou le papa qui viennent endormir son enfant. OK. Et ça dure longtemps généralement? Non, bah après l'idée c'est de montrer à l'enfant que son parent est à l'aise avec la crèche, donc il peut l'être aussi. Parfois, il y a besoin aussi que l'enfant voit son parent, ou ses parents, mais souvent c'est un parent, c'est plus simple. Que son parent lui dise c'est OK, bah tu vois, regarde, t'es en sécurité pour t'endormir, et voilà. Donc ça, pour nous, c'est pas un souci du tout. On trouve toujours des solutions, vraiment. Vous parliez tout à l'heure de rythme, c'est surtout ça du coup qui change par rapport à la maison. Pour moi, c'est ça. La répartition des siestes et parfois une sieste qui saute à la crèche, ça, parfois, là où ça sautait pas à la maison. Oui. Okay. Et oui, mais parce qu'à la maison, le rythme il est plus régulier qu'à la crèche. À la crèche, il suffit qu'on ait un intervenant qui vienne le matin, et du coup l'enfant il va se dire pourquoi moi je dois aller dormir alors que eux ils vont faire ils font des bols tibétains. Ils vont faire des bols tibétains. En plus le bol tibétain ça repose un peu. On en a beaucoup qui s'endorment au bol tibétain. On en a beaucoup. Mais c'est vrai que alors nous un de nos rôles c'est quand même de sécuriser les enfants sur leur quotidien, donc d'avoir des rituels, d'avoir des journées qui se ressemblent, mais mine de rien les journées ne se ressemblent pas forcément sur tous les détails quoi. Et ça influe vachement sur le sommeil des enfants. Voilà. Et puis c'est vrai que la grosse différence c'est vraiment cet environnement de dortoir avec d'autres enfants autour aussi. Ça c'est quand même une différence avec la maison. Ils dorment tous ensemble du coup? Ouais. Bah après, ça dépend des heures de coucher, du coup, parce que nous, on pratique le coucher échelonné, hein, donc ça dépend des heures de coucher. Parfois, il y a des enfants qui se retrouvent tout seuls dans le dortoir, et parfois, ils sont ensemble. Mais ce qu'on remarque, c'est que au début de l'année, là, sur le mois de septembre, octobre, novembre,
Les couchers vont être vraiment échelonnés, etc. Et ensuite, mine de rien, il va y avoir quand même une petite synchronisation. Qui se fait naturellement? Les Qui enfants se se fait, rythment un peu ouais, les uns sur les autres? Ils ouais, calent leur rythme, c'est ça. Mais après, fatalement, nous, le repas, par exemple, il est à heure fixe. Oui. Alors évidemment, ceux qui dorment pendant le repas, ils mangent après le repas. Ça, pour nous, c'est pas un souci. Bah non, tu dormais, voilà, t'as raté. c'est ça, alors, évidemment. Mais ouais, ils se synchronisent au bout d'un moment. Donc bon, ça c'est l'effet de groupe. Oui, C'est l'effet de groupe. j'allais dire, vous remarquez un effet de groupe où du coup c'est plus facile. Ouais, alors après, c'est pour les moyens grands. Hein. Ouais, les bien bébés, sûr. on est d'accord que c'est vraiment au cas par cas et vraiment chacun son rythme. Mais les moyens grands, ceux par exemple qui sont vraiment entre 1 et 2 siestes, à un moment donné, c'est vrai que voilà, ils arrivent à une seule sieste l'après-midi parce qu'en fait, ils font les mêmes activités que les plus grands et que voilà, les mêmes. Mais ça se fait vraiment à leur rythme. Ça, on force rien du tout et surtout on écoute le parent. C'est le retour parent qui est important, c'est-à-dire que souvent le soir, quand ils nous disent il y a eu du mal à s'endormir, la nuit a été compliquée, agitée, là on sait tout de suite qu'il y a peut-être une dette de sommeil qui se crée. Donc hop, on se pose pas de questions et on réincite sur la sieste du matin. La sieste du matin. C'est quoi les plus grosses inquiétudes des parents quand ils arrivent généralement à la période de rentrée? C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous interviewer maintenant qu'on est en septembre pour pouvoir répondre aux inquiétudes des parents. C'est quoi du coup les principales inquiétudes des parents? C'est mon enfant ne s'endort qu'au sein. Ok. J'ai pas de doudou, j'ai pas de tessine. Comment vous allez faire? Donc on rassure, on dit qu'on va sans doute utiliser l'écharpe de portage ou le sling. Ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup sur les bébés allaités ou les bébés qui ont souvent l'habitude d'être au bras. Donc ça, on utilise ça. S'il n'y a pas de tétine, c'est pas un souci du tout. Hein, c'est pas grave. Par contre, on demande toujours quelque chose avec l'odeur du parent. Voilà, même si l'enfant n'a pas l'habitude d'avoir un doudou à la maison, ça, à la crèche, nous, on en a besoin. Et ça fonctionne bien. Donc voilà, on répond qu'on fera à son rythme et que ça va bien se passer et ça se passe bien. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre inquiétude, donc ça va être, mon enfant a besoin de faire une sieste le matin et parfois, voilà, quand le parent vient le chercher, on explique parfois on passe, 3 quarts d'heure à essayer d'endormir un enfant, mais l'enfant ne lâche pas prise. Donc c'est OK, juste on explique que, on est en train de sécuriser l'enfant pour qu'il arrive à lâcher prise sur le matin. Mais parfois, on a des enfants, pendant 3 quarts d'heure, ils nous regardent avec le sourire, les yeux Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Exactement. Mais je vais aller jouer avec les copains, j'entends ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est vraiment des communications avec les parents, à leur dire, on leur propose le sommeil, mais parfois, ça marche pas. Et voilà. Il faut aussi, du côté parent, qui comprennent que voilà, c'est un accueil individualisé dans le sens où on est en nombre, donc on peut se permettre de vraiment se rapprocher le plus possible du rythme de la maison. Mais parfois, ça fonctionne juste pas parce que l'enfant est pas disposé et c'est pas grave. On retente le lendemain. Vous conseillez quoi à ce moment-là à un parent qui nous faire confiance, il faut nous faire confiance. Et si là, le parent a besoin d'être rassuré, qui viennent assister aux journées de crèche sans souci. Enfin, vraiment, nous, il y a des parents qui reviennent des matinées, voilà, pour se rassurer, pour rassurer leur enfant, pour tenter l'endormissement, du coup, ça aussi, hein. Et qui constatent que c'est compliqué aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, hein. Par contre, là, vraiment, toutes les interrogations et problématiques autour des enfants, pour moi, c'est des choses qui se résolvent en équipe avec les parents. Ok. Voilà. Comment ça se passe, les endormissements pour les petits? Quand je dis petits, je dis avant 1 an, on va dire. C'est-à-dire en termes de rythme? En termes d'endormissement. Dans quelles conditions ils s'endorment? Qu'est-ce que vous arrivez alors, donc, ça va être dortoir des bébés pour la plupart. Alors ça, pareil, on respecte le couchage que l'enfant a à la maison. On a des lits au sol, on a des lits à barreaux et on peut très bien respecter ce que fait le parent. Si l'enfant est au sol à 6 mois, on utilise un lit au sol. Ça, on essaye quand même de respecter ça. Enfin, on le fait. Et en termes de conditions d'endormissement, ça va être... on va surveiller l'heure à laquelle l'enfant s'endort à la maison. Donc, on va essayer de lui proposer la même chose à la crèche. C'est pour ça que la période d'adaptation, elle est
hyper importante parce qu'on fait tout un questionnaire aux parents sur les habitudes de sommeil, sur les signes de fatigue, ça aussi, très important. Donc on s'assure de reconnaître bien tout ça. Donc on se cale sur l'heure de la maison, on prévient l'enfant, on fait l'échange avant le dodo, comme ça on lui dit tu vas bien dormir, tu vas voir, on va aller au dortoir. Enfin, vraiment on est dans la verbalisation, tout le temps auprès de nos enfants pour qu'ils sachent exactement ce qui va se passer. C'est pas je le prends au bras et je t'emmène au dortoir et je t'explique même pas du tout, pas du tout. On lui explique et on le prévient et on anticipe. On s'assure qu'il n'a pas soif aussi. Si c'est un enfant qui boit un bibi avant ou qui a besoin d'un peu d'eau avant, on lui donne. Comme ça, les conditions sont optimales. Nous, nos dortoirs, ils sont à 21 degrés. On a la turbulette de la maison. Donc pareil, avec l'odeur de la maison, ça c'est bien. Chaque enfant a son lit. Comme ça, chaque enfant a son repère. Et ensuite, suivant les habitudes de l'enfant, soit on accompagne à l'endormissement si besoin, soit si c'est un enfant qui s'endort tout seul au lit, on tente. Facile. On tente, voilà, on pose. Et parfois ça arrive, on les pose, on met la petite berceuse et puis on quitte la pièce. Est-ce que vous avez du coup berceuse, bruit blanc? On a berceuse, on a bruit blanc. La berceuse, ça va dépendre de chaque enfant. Mais justement, on voit si celle de la crèche fonctionne. Après, souvent, elle fonctionne, celle de la crèche. Parfois, les parents nous amènent justement leur berceuse. Ok. Et ça fonctionne. Dans les boîtes à musique. Ouais. On est ouvert à ça aussi, il n'y a pas de souci. Et pour accompagner l'endormissement, vous disiez tout à l'heure que, alors si l'enfant s'endort tout seul ou juste avec une musique, c'est quand même assez confortable. Si jamais il y a besoin de présence, dans tous les cas... On reste sans souci. Dans tous les cas, il y a quelqu'un. Ah oui. De toute façon, nous, à partir de 3 enfants, il y a toujours un adulte avec les enfants. S'il y en a moins, on va aller toutes les 10 minutes dans le dortoir et puis on a un babyphone, visiophone, donc on voit les enfants. Nous, on a trouvé une petite astuce dans notre crèche, c'est qu'on a mis des roulettes sous les lits. Et en fait, ça sert à bercer, mais ça marche super bien. Ça marche très très bien. Et du coup, on a des parents qui mettent des roulettes à la maison. Merci pour l'astuce. Ouais, mais en vrai, ça évite, voilà, d'être comme ça, courbé sur le lit avec la main sur bébé. Ça marche très bien. Ok. Voilà. Super. Donc, on arrive à faire la transition au bout de quelques mois ou quelques semaines du bras au lit grâce à ça. Grâce au mouvement, plus des mouvements des bras, mais le mouvement du lit. Comme un berceau. C'est ça. Ok, super. Ouais. Donc ça, c'est pour ceux qui arrivent à dormir dans le dortoir. Il y en a qui n'y arrivent pas. Ceux qui n'y arrivent pas, souvent on les met en porte-bébé ou en écharpe ou en sling. On a pas mal de bébés qui s'endorment dans le dos, sur le porte-bébé, parce qu'ils ont besoin justement d'être assurés par le fait que la vie continue à la crèche, ils entendent le bruit ambiant et puis juste ils sont sécurisés sur le dos ou au ventre d'une auxiliaire. Et parfois on utilise les poussettes. Donc pareil, même principe, le balancement, ça les aide bien. Mais ils ont besoin d'être aussi soit dans la salle de vie, soit dehors. Dehors, ça marche très bien aussi. D'accord. Parfois, on a des enfants qui s'endorment que dehors dans la poussette et c'est pas grave, c'est ok. C'est ok, on le fait. Vraiment, on essaie de trouver le mode adapté à chaque enfant. Le but étant qu'ils aient quand même leur quota de sommeil. Oui, de maximiser. Avant tout, dans tous les autant cas. Que faire se peut, c'est toujours pareil, mais vous avez beaucoup de problématiques de siestes qui sont trop courtes et qui se rallongent pas par rapport à la maison, parce que il peut y avoir une problématique de sieste courte de l'enfant de base, même à la maison, mais ça peut arriver qu'on ait des parents qui nous disent je comprends pas, à la maison il dort 2 heures, ici c'est difficilement 1 heure. Ouais, ça arrive. Et on essaye du coup dans un premier temps d'adapter plus l'heure de coucher de l'enfant. On se dit est-ce qu'on n'a pas loupé parce que souvent c'est que les endormissements ils sont tardifs. Trop tard. Donc, on essaye de réajuster ça. Donc, pareil, on discute bien avec le parent, on rediscute des signes de fatigue. Peut-être que les habitudes aussi à la maison ont changé d'une certaine manière. Donc, on essaye de voir ça. Et parfois, c'est des enfants qui ont besoin qu'on soit à côté d'eux. Vous savez, il y a des réveils au bout de 40 minutes. Donc, ce fameux réveil, soit les enfants arrivent à se rendormir en autonomie, soit ils ont besoin d'être rebercés un petit peu à ce moment-là. Donc, parfois, c'est des enfants qui ont besoin de ça aussi à ce moment-là. Donc, quand on le sait, on s'arrange pour être là. D'accord. Et pour vite les réaccompagner vers le deuxième cycle de sommeil. Intervenir avant qu'ils soient complètement réveillés, que ce soit trop tard. Et après, il y a quand même les aléas de la collectivité. C'est pas tout beau, tout rose. Il y a parfois le copain qui va se mettre à pleurer dans son sommeil et qui va du coup interrompre celui du copain. Voilà, ça peut arriver.
Ça peut arriver. Ouais, bien sûr. Sur des phases de rhume, sur des phases de quinte de toux, sur des phases de choses comme ça. Ça arrive, voilà. Mais honnêtement, nous, dans nos structures, je touche du bois, mais la qualité du sommeil, elle reste quand même, je trouve, assez qualitative. Même si parfois, effectivement, ça diffère de ce qui se passe à la maison. Mais pour moi, tant que le sommeil nocturne déjà Et pas impacté. ouais. Ou pas Pour trop. moi, ça c'est un signe, hein, dans tous les cas. Si le sommeil nocturne est agité, c'est que nous, dans la journée, il faut absolument qu'on agisse sur quelque chose. Si la nuit, ça se passe bien, bon, déjà, ça c'est gagné. Après, il y a toujours la possibilité de réajuster l'heure du coucher du soir pour essayer de rattraper un peu, dans la mesure où c'est possible avec le rythme des parents. Parce que du coup, oui, coucher plus tôt un enfant, c'est bien beau sur le papier, mais quand en fait, dans le planning, ça rentre pas, on fait toujours comme on peut, c'est sûr. Ça. Mais, c'est ça. Mais bon, le réflexe coucher tôt le soir pour compenser une demi-heure de sieste en moins, la compenser sur le soir, au moins le temps de la transition et que ça se rallonge un petit peu aussi. Mais ça c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faudrait que tous les parents soient formés. Parce qu'on n'est pas assez au courant de tout ça. Et autant on nous apprend à préparer un biberon, à faire des DRP, nettoyer le nez ou les yeux, donc c'est très bien. Mais le sommeil, je trouve que si on fait pas la démarche de se former, c'est pas inné, hein. C'est pas inné, quoi. Et nous, dans nos crèches, on essaye de proposer des professionnels du sommeil pour les parents, de faire des petites conférences. D'ailleurs, il y en aura bientôt une avec vous. Mais pour moi, c'est primordial parce que qui dit quand même sommeil qualitatif pour les enfants, dit sommeil pour les parents. Tout à fait. Hein, si on veut bien dormir. Si on veut être un parent opérationnel et aussi bien disposé que possible, il faut quand même qu'on puisse trouver le repos, quoi. Et le personnel de crèche, il est formé spécifiquement au sommeil ? Alors oui, déjà dans leur formation, elles ont quand même un bon module sommeil. Okay. Et nous, après, on fait des rappels. Donc moi, je suis puéricultrice, donc je suis formée à ça. Moi, je fais des rappels. Je fais une journée rappel de protocole, et dedans, j'inculque quelques heures sur le sommeil. Mais ce que je constate, c'est que en fonction des expériences de chacune, de la manière dont elle a été maman, de l'âge de chacune aussi, il y a souvent parfois quand même des choses à déconstruire, à reconstruire. Alors heureusement que nous, dans notre recrutement, on a la chance d'avoir toujours des personnes qui sont disposées à se former, à remettre en question leurs pratiques. Mais de ce que j'entends parfois dans d'autres structures, en fait, on se base souvent sur des idées qui sont peut-être un peu obsolètes, quoi. Voilà. Et mais je pense que sur des propres expériences personnelles. ou et parfois aussi des contraintes qu'elles ont, les crèches, hein. C'est-à-dire, il y a pas assez de monde, oui. Du coup, ça, en fait, on ne peut problème. pas. On fait comme on peut. C'est ça. Ouais, c'est bien ça. sûr. Donc oui, non. En tout cas, nous, dans nos crèches, les équipes, elles ont les apports nécessaires à accompagner les enfants au sommeil du mieux qu'on peut. Et après, je pense que dans tous les cas, le plus important, c'est d'être ouvert à accompagner au mieux la famille là-dessus. C'est pour moi, le parent, il a un grand rôle dans le sommeil. Et ce qu'on observe souvent aussi, c'est que quand un enfant dormait très bien et qu'il y a une régression du sommeil, donc il y a les régressions du sommeil qu'on connaît, qui sont physiologiques, ou qui correspondent à des nouvelles acquisitions. Mais il y a aussi des choses qui se passent dans la dynamique familiale et sur lesquelles parfois le parent met pas forcément le doigt. Et c'est bien aussi de les accompagner là-dessus, de leur demander qu'est-ce qui se passe de nouveau à la maison, est-ce qu'il y a un nouveau travail, est-ce que le chat va bien. Parfois c'est l'animal de compagnie, hein. Parfois c'est un ami de la famille qui vient dormir pendant une semaine à la maison. Enfin, en fait, le moindre changement peut quand même impacter l'enfant. Et donc, il faut que nous, la crèche, on soit au courant. Oui. Sans être intrusif du tout. Hein. Oui, mais si on constate qu'il y a un changement à la crèche, quand même, notre rôle, c'est de demander un peu est-ce qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et aussi de vous informer, vous, si nous, à la crèche, il se passe des choses aussi. Bien sûr. Typiquement, nouvelle personne dans l'équipe ou quelque chose comme ça. Tout ça, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Ouais. Ou une interaction avec un enfant, quelque chose qui s'est passé avec un enfant. Complètement. On a parlé du bruit. Oui. Il y a aussi l'obscurité qui peut être différente par rapport à la maison. Là où certains enfants ont l'habitude de dormir dans le noir total à la maison et où c'est pas possible. C'est pas possible du tout légalement à la crèche, c'est ça ? Vous êtes obligé d'avoir une lumière ? Moi, j'ai rien vu, j'ai pas vu de texte passer là-dessus. D'accord.
Mais il y a des crèches qui carrément choisissent de pas mettre. Elles ont des grandes baies vitrées qui vont du mur du plafond au sol, qui donnent sur la salle de vie. Ok. Il y a des crèches comme ça. D'accord. Où en fait l'idée c'est oui, ok, de voir l'enfant en tout temps, mais c'est l'idée aussi, c'est de dire c'est pas la nuit donc c'est pas la nuit, donc il y a la trouver le sommeil lumière. en plein jour. Je suis pas du tout partisane de ce genre, mais il y a vraiment de plus en plus de crèches qui ont ce genre de. C'est fou. Ouais. Et pour autant, les retours que j'en ai, c'est pas négatif. Hein. C'est qu'au final, les enfants trouvent le sommeil. Ouais, ils s'adaptent. Bon, moi, peut-être que je suis un peu, du coup, pour le coup, un peu vieille école par rapport à ça, mais je trouve quand même qu'un minimum d'obscurité, ça favorise un endormissement pour l'enfant. Physiologiquement, oui. Après, on parle du rythme circadien, c'est-à-dire que oui, il faut. Par contre, ça, c'est quelque chose que les pédiatres disent aussi à la maternité, et sur lequel je suis plutôt d'accord. Il faut pas que ça soit le noir total. Pour que le rythme se mette en place. Donc nous, c'est des volets, des rideaux occultants, merci, je trouvais pas le mot, occultants, mais c'est pas noir complet. Okay. Après, ils font la différence entre la salle de vie où c'est la lumière totale, et puis le dortoir où c'est un petit peu la pénombre. Voilà. Ouais. Oui, le rythme circadien, c'est important. Ça commence à se mettre en place à partir de 6 semaines. Et puis, ça peut aller jusqu'à... Enfin, ça se consolide jusqu'à 6 mois. Après, passer 6 mois, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire la distinction en termes de lumière entre... alors oui, ça peut être intéressant pour les tout petits. On en a pas mal après des enfants à 3 mois. On en a, du 3 à 6, on en a. Mais après, chez nous, c'est correct, l'obscur. On met les rideaux, et en plus de ça, on met des feuilles de papier noir sur les vitres. Pour que vraiment accentuer la pénombre. C'est une pénombre... Oui. C'est pas obscurité totale, mais c'est pénombre. Non. Mais après, c'est vrai qu'en termes de sécurité, par contre, moi, j'ai besoin que les filles puissent vérifier si l'enfant respire en étant dans le dortoir. Donc, sans sortir la lampe torche. Voilà. Donc, on a trouvé un juste milieu. Ouais. On est bien. Dans tous les cas, l'enfant s'adapte. Après, à quel point il faudrait comparer exactement avec les mêmes enfants, sur les mêmes, pour savoir pile poil comment ils dormiraient vraiment. Je pense que sur des grands, ça doit peut-être pas poser forcément souci. Mais quoique, dans un souci de retour au calme, enfin, vraiment, je les admire, celles qui font comme ça, je sais pas. De réendormissement après, parce qu'après, l'enfant, il est stimulé dès qu'il ouvre les yeux. Après, oui, clairement, c'est une question de... C'est une question d'habitude aussi, s'adapter. Bon, après, voilà, chacun trouve midi à sa porte, mais nous, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez suivre ou pas comme demande des parents à propos du sommeil? Il y a des choses qu'on vous demande et qu'en fait, sont impossibles à mettre en place? Pas tellement. Après, comme je disais, c'est les demandes. Il faut absolument qu'ils fassent une sieste le matin de 9 à 10 et puis l'après-midi de 14 à 15. Ok, pas de souci, on essaye. Mais c'est juste que... Ouais, pour nous, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui est impossible, sauf si, évidemment, c'est question de sécurité ou de santé. Typiquement, un enfant, quand on nous demande de coucher un enfant sur le ventre, voilà, si, effectivement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, donc c'est des enfants qui, jusqu'à ce qu'ils apprennent à se retourner tout seuls, on va les coucher sur le dos et ça va être compliqué pour eux de trouver le sommeil parce qu'à la maison, ils sont couchés sur le ventre. Okay. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Alors, je sais que c'est facile à dire, mais il faut éviter de le faire. Parce qu'après, pour le mode de garde, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas recommandé pour la mort subite du nourrisson. Je sais que la majorité des enfants s'endorment bien mieux sur le ventre, ça je le sais, ça leur fait du bien, mais... c'est pas, en tout cas pour nous, c'est pas légal, on peut pas faire ça. On peut pas le faire pour des raisons. Donc c'est des enfants qu'on endort au bras. Et après qu'on pose sur le dos. Sur le ventre, sur le ventre contre vous, du coup. Exactement. Et puis après, quand ils apprennent à se retourner tout seuls, pour nous, il y a plus de souci. Il y a pas de problème. Après, ils se retournent tout seuls et du coup, là c'est ok. Super. Vous avez des choses qui fonctionnent très bien pour les siestes. La petite astuce de tout à l'heure, par exemple, j'avais beaucoup aimé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le lit à roulettes. Qu'est-ce qui fonctionne bien aussi? On a une playlist. Une playlist magique. Vous voulez la partager ou pas? Ouais, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle, je crois, Berceuse 2.0. Et en vrai, on l'adore aussi en tant qu'adulte parce que c'est du Adele, mais en version berceuse. C'est du AC/DC en version berceuse. D'accord. Et du coup, elle fonctionne très bien, celle-là. Okay. Elle est assez soporifique.
Ce qui marche bien, nous, c'est quand on fait venir les intervenants type bol tibétain ou massage le matin. D'accord. On observe que la qualité du sommeil de De la l'après-midi, elle est midi, waouh. celle du midi, OK. Elle est waouh. Donc plutôt, ouais, effectivement, de toute façon, à favoriser un instant de détente avant tout de suite d'introduire le sommeil. Ça, c'est indispensable de parler à son bébé, lui expliquer, de le sécuriser. Et puis nous, on verbalise tout le temps. Je suis juste là, juste derrière la porte. Ouais. Enfin, vraiment, ils comprennent tout, hein, nos loulous. Donc, il faut absolument tout leur expliquer. Voilà. On a la playlist magique, les roues sous le lit, la verbalisation. Et puis, des bras à gogo. S'il faut les bras, les bras. Ouais. Vraiment, pas de souci là-dessus. Et c'est pas trop compliqué, même avec 1 pour 4? Non, parce que c'est pas 1 pour 4 enfants qui ont besoin de dormir à l'instant T. Oui, ça reste décalé. Ouais. Et puis, Puis il y a des encore une petits fois, et des les grands. petits... Donc généralement, les grands, en fait, bon, ça roule. Donc C'est c'est ça. plus pour les petits Et en puis adaptation. sur 4 enfants qui vont avoir besoin de dormir en même temps, par exemple, il va y en avoir un qui a vraiment besoin des bras. Donc celui-là, on va le prendre contre nous. Et puis les autres, il y en a un autre qui va s'endormir tout seul. Et puis il y en a un autre qui va avoir besoin d'être un petit peu balancé au lit. Donc voilà. Ça se répartit. Ça se répartit plutôt pas mal. Et puis je vous dis, après, on a les astuces poussettes et autres. Voilà. On se cale sur les enfants. Ouais. Vous voyez un lien entre le tempérament de l'enfant et son sommeil, ou en tout cas l'adaptation du début pour lâcher prise, justement. Est-ce que vous le voyez en lien sur son tempérament global et son tempérament de la journée et ses difficultés de sommeil à la crèche? Oui. Ouais, après, ça s'explique pas forcément. Oui, c'est du tempérament, il y a certains enfants qui ont besoin d'être plus sécurisés. Vraiment, quand on dit à un enfant, ah, celui-là, il est sécure, c'est que vraiment, c'est le genre d'enfant qui va rentrer dans la crèche, il connaît pas, mais c'est pas grave, il va se mettre à jouer avec tout le monde. Tout de suite, il se fait, il prend ses repères très vite. Effectivement, c'est des enfants qui vont trouver le sommeil plus facilement. Mais pourquoi, comment il est plus sécure qu'un autre, moi, j'aime pas trop dire si le parent est sécure, l'enfant sera sécure. Oui, c'est sûr qu'il y a un lien, mais il faut pas culpabiliser les parents, parce que je trouve que c'est un peu culpabilisant parfois de dire il est stressé parce que tu es stressé. Ouais. C'est un raccourci, c'est pas vrai. Enfin, ça peut être vrai, mais faut pas non plus tout résumer à ça, quoi. Il va pas ne pas trouver le sommeil parce que les parents sont stressés ou quoi. Les enfants sont des éponges, donc c'est sûr qu'il y a un lien avec l'état émotionnel des parents. Mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, et dont le tempérament. Pour moi, effectivement, le tempérament des enfants, ça joue un rôle dans le lâcher-prise, et donc sur le sommeil. Voilà. Vous le voyez avec les difficultés de séparation, par exemple? Non, j'irai pas jusqu'à là, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont... Lors de la séparation, un enfant qui pleure, c'est totalement normal. C'est qu'il veut vous dire... je préférais passer ma journée avec toi. En vrai, enfin, voilà. Moi, je suis bien avec toi, donc je te montre que là, la séparation, je suis pas hyper OK. Mais chez nous, très souvent, c'est vraiment juste le temps que le parent parte, et après l'enfant est content d'être là, et puis il fait sa journée. Et donc ça concerne aussi les enfants qui s'endorment bien. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de lien à la séparation au moment de l'accueil. Ouais. Et vous constatez des régressions, du coup, de la même façon dont on peut les noter à la maison. Vous les avez aussi à la crèche, complètement, sur les siestes? Ouais, souvent quand même, quand le sommeil est de telle manière à la maison, ça se répercute à la crèche sur ces périodes de régression. Par contre, ça arrive aussi qu'on ait des enfants qui dorment très bien à la crèche et moins bien à la maison. Ça arrive aussi. Après, c'est autre chose. On essaie de comprendre pourquoi, de discuter de l'environnement de sommeil à la maison et à la crèche. C'est quoi les régressions qui impactent le plus? Celle du 4 mois, elle est quand même bien présente. Celle du 6-8 mois, ça, c'est la période de séparation, l'angoisse de séparation. Elle est réelle, cette angoisse de séparation autour des 8 mois de l'enfant. On le constate tout le temps. C'est normal, c'est transitoire, ça passe, mais c'est à nous de sécuriser encore plus l'enfant. C'est des moments où on peut aussi avoir des enfants qui s'endormaient sans accompagnement particulier sur les premiers mois de vie, et qui à ce moment-là ont besoin vraiment qu'on reste à côté d'eux, voir des bras, voir d'être pris et reposé plusieurs fois dans le lit.
Mais c'est ça qui lui permet de passer cette angoisse de séparation, donc c'est OK. Qu'est-ce qu'on a après? On a, alors souvent, moi je trouve qu'il y a des régressions de sommeil quand il y a des nouvelles acquisitions. Donc au niveau à l'approche de la marche, ça c'est alors c'est qui tout double, soit l'enfant il est fatigué du coup il dort comme jamais, soit ça le turlupine un petit peu ce truc là, donc effectivement puis il a envie de se mettre debout et du coup il essaye. C'est ça, exactement. Donc c'est aussi parfois le moment où on se pose la question du passage au lit au sol. Parfois c'est des enfants qui ont besoin de passer cette étape pour se dire ah OK je suis grand. Donc, OK, on me laisse l'autorisation ou le choix de sortir et rentrer de mon lit. Donc, c'est bien. D'accord, j'ai passé un stade. C'est difficile, ça, ce passage Alors, ça peut être difficile ou pas à la maison, mais du coup, à la crèche, comment ça se passe? fait hyper facilement. Alors, on prend pas l'initiative de le faire sans que à la maison, ça soit le cas ou sans avoir l'accord du parent. Parfois, on a des parents qui nous disent essayez-vous à la crèche et si ça fonctionne, on fera pareil à la maison. OK, allez, on y va. Mais après, c'est nous, on se permet de dire aux parents quand on sent l'enfant prêt. OK. Voilà. Donc, et en fait, ça se fait très bien parce qu'ils voient tous les copains autour qui sont dans leur lit et du coup, ils sont contents parce qu'ils sont grands aussi. Donc, ils ont le droit d'être dans ce dortoir des grands et voilà. Non, ça se passe bien. Cette transition, elle est bien. Et puis, en plus, le contact avec l'adulte, il est différent parce que l'adulte est assis au sol, il peut poser la main sur l'enfant. Voilà, donc c'est rassurant aussi. Là où sur le lit à barreaux, on est par-dessus. Il y a le barreau, il faut mettre le bras entre le barreau pour toucher l'enfant. Finalement, c'est aussi rassurant. OK. Qu'est-ce que les parents ils peuvent mettre en place pour faciliter le sommeil à la crèche? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire à la maison pour que ça se passe mieux Alors à part la problématique d'essayer de les mettre un petit peu plus sur le dos pour habituer au sommeil sur le dos. Mais bon, malheureusement, dire à un parent de changer cette habitude-là qui est quand même assez ancrée et qui fonctionne. Si elle est ancrée, c'est sûr. Par contre, si l'enfant, on l'a à 3 mois, on peut quand même essayer de leur demander de rebasculer sur le dos. Au moins pour les siestes, peut-être à la maison pendant le week-end. Il faut quand même garder en tête qu'un enfant qu'on couche sur le ventre, il faut avoir un œil dessus. Donc bon, ça. Les astuces qu'on pourrait donner, c'est peut-être de rediscuter ensemble des signes de fatigue. Est-ce que le coucher, il est vraiment au bon moment ou est-ce qu'on attend que l'enfant soit trop fatigué avant de lui proposer le lit et du coup, ça implique que ça soit compliqué pour lui de s'endormir, ça retarde l'endormissement, etc. Donc, reparler de ça. Et aussi ce que vous disiez d'avancer lors du coucher. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas naturellement, je trouve, et qui pourtant résout pas mal de choses. Un enfant qui s'endort, qui se réveille souvent la nuit, alors qu'il a mangé, alors qu'il est changé, alors que si on élimine toutes les problématiques d'événements ponctuels dans la famille, c'est vraiment parfois qu'il a pas son quota de sommeil. Donc il faut agir là-dessus. La dette de sommeil, pour moi, c'est une vraie problématique et sur laquelle on parle pas assez, on n'identifie pas assez en fait à quel moment son enfant peut être sujet à ça. Donc c'est un enfant qui parfois va s'endormir qu'à 22h30, 23h, que en présence du parent, qui va avoir de nombreux réveils dans la nuit. Voilà. Donc ça, c'est des signes qui sont identifiables et on peut agir dessus. Et en parler. Là où ça peut paraître un peu contre-intuitif de se dire s'il s'endort si tard, c'est parce qu'en fait il a besoin de s'endormir tard. Et en fait, pas du tout. Un enfant couche tard, ça n'existe pas. Oh, il y a dans les chronotypes des couches un peu plus tôt et des couches un peu plus tard. Mais couche tard, 22h, c'est pas vrai. D'essayer quand même de garder ce rythme-là, même le week-end. Alors oui, on est un peu plus... Évidemment qu'on est un peu plus relâché le week-end, mais les enfants, il y a des enfants qui ont besoin vraiment d'être rythmés. C'est d'essayer quand même de garder le rythme le week-end des heures de sieste en tout cas. OK. Et puis de nous faire confiance. De nous faire confiance, ça parfois c'est compliqué parce que c'est vrai que vous êtes pas dans les dortoirs avec nous, donc parfois on se demande, et à juste titre, comment on fait les choses, est-ce qu'on les fait bien. Mais nous, en tout cas, à notre niveau, dans nos 3 structures, on est conscient de cette problématique du sommeil et on essaiera toujours de faire en sorte que ça se passe au mieux pour l'enfant en collaboration avec le parent, c'est sûr. Voilà. Chez nous, c'est pas assez comme ça et c'est pas autrement. OK. Donc, voilà. Vous avez eu des parents relous?
Genre, Qu'est-ce que ça veut dire? hyper exigeant bon, hormis moi, parce que bon, c'était... Non, mais moi, on vous qualifierait pas de parents relous. En vrai, enfin, ça va paraître un peu démago, mais enfin, c'est vraiment ma manière de penser. Il y a pas de parents relous. Enfin, je veux dire, et d'où l'histoire de crèche bienveillante. Enfin, c'est vraiment ça. Évidemment qu'il y a des questions auxquelles on va répondre et encore répondre et encore y répondre. Qu'au bout d'un moment, on va dire, bon, est-ce qu'il y a un problème de confiance pour qu'à chaque fois cette question se pose? Ouais. Mais du coup, on se remet nous en question. Donc pour moi, un parent relou entre guillemets, en fait, c'est un parent qu'on aura mal rassuré, hein, en vrai. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc on reçoit le parent, on en discute, on le fait, et puis on lui montre que il peut faire partie de la crèche, enfin de la vie de la crèche sans souci. S'il peut, sans problème, il vient passer des matinées ou des après-midi, voilà. Après, c'est toujours, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant ou du parent? Parce qu'un enfant qui est suffisamment sécurisé à la crèche, qui pour nous présente pas forcément de soucis, hormis peut-être le fait que l'heure de crèche n'est pas exactement celle que le parent voudrait. Là, voilà, on va vraiment en parler avec le parent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être à cheval là-dessus? Si c'est très, très, très important pour le parent, on va faire comme on peut. Ouais. Voilà, tout simplement. Oui, puis en même temps, ce qui va sécuriser le parent va sécuriser indirectement tout le monde. Tout à fait. Mais il faut veiller quand même. Ouais. Voilà, à l'équilibre. Pas perturber. À l'équilibre de l'enfant. Est-ce que ou parfois voilà des enfants vraiment auprès de qui on a fait vraiment un travail de sécurisation, de rythme, de rituel. Parfois, de réintroduire le parent dans la sphère de la crèche, ça peut parfois avoir l'effet inverse. Donc vraiment, et puis ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment notre psychologue qui nous aiguille là-dessus. Et donc d'abord, on va faire intervenir la psychologue auprès du parent et de l'enfant. Et ensuite, voilà, en concertation, on envisagera les solutions qui s'offrent à nous. Super. Vous qui avez connu en tant que maman les assistantes maternelles pour vos 2 premiers enfants, quelle différence en termes de sommeil, quelle différence on peut voir et quels avantages et quels inconvénients entre une crèche et une assistante maternelle? Alors, ce qui est bien chez la SMAT, il y a 4 enfants chez une ASMAT généralement. Donc là-dessus, il y a moins de, de risque de nuisances sonores parce que nous, on en a 14. Après, elle est 1 pour 4 finalement comme nous. Donc, ça dépend des âges qu'elle va accueillir, ça dépend de... Mais chez la SMAT aussi, finalement, les enfants se synchronisent. Ouais. Finalement, hein, moi, c'est ce que j'ai observé avec mes enfants, c'est qu'au final, elles les couchaient à la même heure et voilà. Après, je sais pas si elles ont cette flexibilité de pouvoir rester aussi longtemps auprès du bébé qui aura besoin qu'on l'accompagne au sommeil et en même temps de surveiller les 3 autres, par exemple. Vous voyez ? Nous, quand tu as une professionnelle qui se détache pour faire ça, forcément, les autres sont surveillés par le reste de l'équipe. Du coup, là, c'est là-dessus où moi, je me suis interrogée pour mes propres enfants. Quand j'estimais... j'ai été la maman relou. Hein. c'est pour ça que je comprends aussi bien. Mais voilà, quand moi, j'estimais que mon fils avait besoin de plus de sommeil, en même temps, je me disais, mais si elle passe autant de temps que moi à l'endormir, elle peut pas. Donc, voilà. Mais bon, au bout d'un moment, les enfants trouvent les solutions par eux-mêmes aussi. Oui, parce qu'au final, on se dit qu'une assistante maternelle peut avoir plus de flexibilité parce que moins d'enfants. Et au final, non, parce que en fait, pour se dispatcher les rôles, elle est toute seule. Moi, j'ai constaté avec mes enfants. Après, c'est OK, les enfants grandissent, donc ils ont d'autres rythmes de sommeil. Mais quand ils étaient plus petits, et moi, c'était quelqu'un qui pratiquait pas forcément le portage en plus. Donc du coup, je respecte donc, totalement. Il y en a qui sont moins à l'aise avec ça, donc pas de souci. Mais honnêtement, je sais que bon, mon bébé avait pas forcément le sommeil dont il avait besoin, mais c'était pas grave. Voilà, c'est comme ça. Une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à des parents du coup qui commencent la crèche maintenant? On fera toujours en fonction de ce que vous faites à la maison. Toujours, on va toujours commencer par ça. Et ensuite, on fera en fonction de votre enfant. Donc, vous inquiétez pas. S'il s'endort au bras, on l'endormira au bras. S'il s'endort avec de la musique, on l'endormira avec de la musique. Il aura son propre lit. On va être attentif à tous ces signes de fatigue. Et puis, donnez-nous, vous, votre mode d'emploi. Comment vous faites à la maison, on fera pareil. Voilà. Et ensuite, on s'adapte. Parce qu'effectivement, ça se passe jamais exactement pareil à la maison qu'à la crèche. Mais ça n'empêche que ça se passe bien quand même. Tout, vraiment, il y a toujours des solutions à tout. Une petite dernière question, parce que vous reparlez des signes de fatigue. Vous remarquez les différences
pour un même signe de fatigue entre chaque enfant? Je vais réussir à formuler ma question. Est-ce que vous... Je pense que je vois où vous voulez en venir, mais allez-y. On va prendre un exemple. Un enfant qui se frotte les yeux, est-ce que d'un enfant à l'autre, le même signe de fatigue peut vouloir dire deux choses différentes en termes de rythme? Est-ce que pour un enfant, ça peut vouloir dire « je suis fatiguée, il faut vraiment me coucher maintenant » ou alors « je commence à fatiguer » pour vraiment le même signe? C'est vraiment propre à chacun. Et un enfant, il va commencer par se frotter les yeux et ensuite chercher le câlin comme ça quand il est contre nous là avec la tête. L'autre, ça va être l'inverse. Okay. Mais après, en soi, on sait que quand ça commence à arriver, on a un tout petit 10 minutes 10 minutes. Ouais, 10 minutes, pas plus, parce que... Bah ouais. 10-15 minutes, grand max. Grand max. C'est un bon conseil pour les parents. Repérez bien. Oui. Et puis, Repérez bien, faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parce que c'est pas inné, les connaissances sur le sommeil, et on apprend beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Et je trouve que se faire accompagner sur la gestion du sommeil de son enfant, moi, si c'était à refaire, je l'aurais fait pendant la grossesse. Avant. Ouais. Avant la naissance. Ouais. Avant d'y être pour être confronté, armée, quoi. en fait. Parce que c'est tellement un chamboulement énorme, la naissance d'un enfant est magnifique, hein, mais c'est vrai que la problématique du sommeil, à mon sens, si tous les parents étaient mieux renseignés, je pense qu'on pourrait, aborder les choses avec plus de sérénité. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Que les régressions du sommeil, ça existe. Que cette histoire de dette du sommeil, j'en parle beaucoup, mais moi, c'est un concept qui m'était étranger, en fait. Enfin, oui, mon enfant manque de sommeil, mais à quel point ça perturbe son rythme, comment le rattraper. L'accompagnement à l'endormissement, moi, mes enfants se sont tous endormis au sein jusqu'à les premiers jusqu'à 8 mois et ensuite la dernière jusqu'à bien 1 an. Donc, comment transiter? Comment transiter. Mais moi, après, c'est des problématiques de maman allaitante. Donc, c'est différent aussi. Là, si j'en avais un 4e, je ferais les choses tellement, tellement différemment. Mais parce que j'étais pas au courant. Et pourtant, je suis infirmière puéricultrice. Par contre, on a des modules sur le sommeil, mais on n'a pas des modules sur l'accompagnement à l'endormissement. On n'a pas ça. Donc, tout ce qu'on voit maintenant de sécurité émotionnelle, etc. Oui, puis est-ce qu'il faut laisser pleurer? Est-ce qu'il faut pas laisser pleurer? Enfin, tout ça, en fait, c'est des questions, quand on est jeune parent, on n'a pas la réponse, quoi. On n'a que son intuition. Donc, c'est bien l'intuition, mais quand on est fatigué, quand on découvre, quand on a maman, mamie, papy, qui disent des choses différentes, en fait, on est perdu, quoi. On n'entend plus l'intuition. Elle est toujours là, mais on l'entend plus. Ouais. Complètement. Donc, je pense que il faut aller voir des pros comme vous, comme d'autres, mais il faut se le faire offrir en cadeau cadeau sur liste de naissance. Ah ouais. Mais vraiment. Puis c'est l'occasion de faire des ateliers avec d'autres parents. Ça, c'est chouette. Ouais, je pense que ce serait le conseil numéro 1 que je donnerais. Si vous pouvez, faites-vous accompagner avant. Et si vous rencontrez des soucis ensuite, ne vous laissez pas déborder. N'attendez pas. C'est pas une honte du tout, parce que les réponses, elles sont pas innées. Voilà. Super. Merci beaucoup de rien, d'avoir accepté de venir sur le podcast. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite. Je crois que vous avez un projet d'ouverture d'école maternelle. Oui, pour l'année prochaine, on va s'y atteler, de continuer à créer des petits cocons pour les enfants. Voilà, à suivre. C'est une belle ambition. Où est-ce qu'on peut suivre votre travail, coup, si on s'y intéresse? Il y a sur les réseaux, les crèches Kiddtopia, c'est hello.kiddtopia sur Instagram. Et à Montauroux, c'est Les Petits Bonheurs. Je crois que c'est microcrèche.lespetitsbonheurs, quelque chose comme ça. On trouvera, je pense. Voilà. Je le mettrai en lien dans l'épisode. Gentil. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Mégane, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. Vous pouvez partager les épisodes que vous préférez autour de vous et laisser un avis pour me dire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom Mégane M. MEGA2NE.M. À très vite.